Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de te recevoir dans Où est le beau. Alors toi, je te présente brièvement avant qu'on puisse te découvrir tout au long de cette conversation. Pour celles et ceux donc, qui ne te connaîtraient pas encore, tu es artiste plasticien. Ton travail m'intéresse particulièrement parce que j'ai l'impression que, comme moi dans ce podcast, à travers cette quête du beau, tu as toi aussi dans ta quête artistique, dans ta vie, compris que ce qui se jouait dans l'art, en fait, c'est garder un peu ce lien avec le rythme de la planète aujourd'hui. Et peut-être qu'il fallait aussi embrasser des changements un peu, ou en tout cas prendre des nouvelles voies, des nouveaux sentiers. Donc toi, tu es un peu un pionnier, un explorateur. On va le voir à travers ton projet Corail Artefact là, que tu vas nous expliquer en détail et qui est passionnant, passionnant. Le corail, alors je le dis un peu dès le début de cet épisode, mais c'est une des espèces les plus importantes de la planète parce qu'en fait, on dépend indirectement complètement d'elle. La vie marine apporte à l'humanité à peu près une respiration sur deux, je crois. Donc voilà, je pose ça un peu là comme un ordre de grandeur à avoir en tête quand on va parler de tous ces sujets, pour qu'on comprenne aussi, tu vois, l'importance de ton travail et de l'authenticité, du jusque-boutisme de ta démarche, qui est vraiment à saluer. Toi, ta vie d'artiste a basculé avec une rencontre, presque un choc esthétique, je crois, pour le corail. Tu vas nous en parler. Mais tu viens pas du tout de ce monde scientifique, t'es pas non plus un spécialiste des fonds marins, même si maintenant j'imagine qu'au contact de tous ces gens, tu le deviens de plus en plus, mais c'était pas peut-être ta destinée première, et aujourd'hui tu te retrouves à piloter un projet d'une envergure fantastique, multidisciplinaire. Tu as réussi à faire un écosystème artistique, scientifique et industriel qui mène à des actions de protection de zones naturelles, mais aussi de sensibilisation du grand public, et le tout grâce et en collaboration totale avec des savoir-faire locaux. On va détailler tout ça dans cette interview, mais ce que je peux dire, c'est que finalement, tu mets ta créativité, ton art au service de la préservation du vivant en créant des formes, des œuvres, mais aussi des matériaux, on va le voir, et pas n'importe lesquels parce que c'est vraiment des matériaux inédits qui n'abîment pas du tout les écosystèmes et qui vont sûrement complètement révolutionner aussi des choses peut-être dans d'autres domaines de nos vies. Enfin voilà, on va voir, mais en tout cas, on a plein de surprises dans cet épisode. Et je trouve que c'est vraiment intéressant que ces créations aujourd'hui et que toi, en tant qu'artiste, tu appelles à créer pour lancer aussi peut-être des conversations. Et à l'heure où on est tous un peu flippés, tu vois, angoissés, parce que on prend conscience un peu du drame de tout plein de choses, et notamment en fait du plastique, de la perte de biodiversité, etc. Là, nous voilà avec des nouvelles assez formidables, assez réjouissantes, des approches globales complètes où t'as rien laissé au hasard, qui nous amène peut-être comme une preuve de concept, même au-delà d'un design infini, hein, mais peut-être en fait même un design régénératif, tu vois, un design à impact positif. Donc voilà, je trouve que par les temps qui courent, c'est plutôt génial d'avoir des projets comme ça d'envergure qui marchent. Pour commencer cette conversation, si tu le veux bien, j'aimerais que tu nous racontes comment est-ce que toi tu as fait ta rencontre avec le corail. Comment toute cette histoire débute finalement? L'histoire, elle débute alors avant les coraux. C'est vraiment mon parcours en tant qu'artiste, c'est-à-dire que je suis un peu arrivé dans la création après un cheminement autre. Hein. Je connaissais pas l'existence des beaux-arts, etc. Donc, je suis arrivé dans l'art et j'ai un peu tout découvert. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir à quelle pierre je pouvais apporter à l'édifice de tout ça. Qu'est-ce qui était un peu la spécificité de mon travail et on en arrive en 2010 où j'allais de toute façon régulièrement dans des Emmaüs, des braderies pour chiner des objets un peu justement du passé, des objets artisanaux, etc. Et là, sous une table, j'ai découvert des coraux. En fait, personne ne savait ce qu'ils faisaient là. C'était dans une caisse. Et sous cette table, c'était un peu improbable. En plus, c'était encore mouillé, il sentait encore un peu la mer, donc Ah ouais. vraiment étonnant. Il faut savoir que cet Emmaüs, en plus, est en Suisse, donc assez loin de récif corallien, en plus. Trop Et drôle. ouais. Et du coup, Donc quand j'ai attends, là, donc pour que tout le monde nous voit un peu, on est d'accord que un corail que qu'on trouve, enfin voilà, sur Terre, c'est un corail qui est blanche, enfin qui est blanc en fait, c'est ça, c'est. alors, il n'est pas forcément blanc parce il y en a qui ont encore un peu de couleur, mais il va finir par devenir blanc. Il va, en fait, une fois qu'il est hors de l'eau,
Le corail, c'est du squelette recouvert d'un tissu vivant. Donc en fait, le squelette est blanc, effectivement, et le tissu vivant meurt, disparaît. C'est un peu comme la peau et les muscles hein, par rapport à nous, et reste le squelette. Donc en fait, ce que je voyais là dans cette caisse, c'était des squelettes. Donc il y en avait encore quelques-uns de colorés, mais petit à petit, je savais qu'ils allaient devenir blancs, qu'ils allaient fossiliser. Et donc là, tu vois ce corail et tu repars avec. Enfin, tu te dis, c'est trop beau, j'adore. C'est exactement ça. Si je me dis, mais ces formes sont assez dingues et vraiment, j'aurais aimé en tant qu'artiste les imaginer tellement elles étaient intéressantes, quoi. Belles, intéressantes. Et en même temps, je savais tout de suite que la nature, elle se contente pas de se dire, tiens, je vais faire quelque chose de joli, c'est qu'il y a une fonction dans les formes. Et ça, ce lien entre forme, fonction, esthétique, qui m'a toujours intéressé aussi dans mon travail. Donc c'était vraiment voilà, un choc à la fois esthétique et en même temps sur la construction de ce que c'est qu'une œuvre, une sculpture ou une installation. C'est vraiment ce côté à la fois esthétique et interaction avec la fonction. Et donc je suis rentré avec voilà, chez moi et la première chose que j'ai faite, du coup, comme je savais d'instinct qu'ils allaient perdre leur couleur, je les ai dessinés comme je les ai trouvés. Et j'ai commencé ensuite à réfléchir à les continuer, c'est-à-dire à mesurer un peu la nature et à me dire s'ils étaient, et si je faisais comme s'ils étaient encore vivants et que je les continuais, comme s'ils étaient en train de grandir, mais cette fois-ci avec des matériaux produits par l'homme. Donc ça a été de la laine tricotée, de la porcelaine, des chevilles de chantier, etc. Et chaque nouvelle œuvre que je faisais autour de ces squelettes de coraux correspondait aussi à une nouvelle connaissance que je pouvais acquérir sur le sujet. Donc, j'ai fait cette première série qui s'appelait Corail Restauration, donc à partir de dessins et de sculptures, qui m'a permis à la fois de faire encore plus d'œuvres, mais aussi d'engranger un certain nombre d'informations sur le corail. Donc en fait, cette histoire montre bien que finalement, tu commences par cet intérêt, non pas pour des raisons écologiques, parce que tu savais que les coraux étaient en danger, etc. Pas du tout, c'est par l'esthétisme. Et ensuite, plus tu te renseignes ou tu apprends des choses, etc., plus tu t'intéresses à ça, plus ça te nourrit, plus ça t'inspire et plus tu as envie d'approfondir ta pratique artistique autour de ça, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment à partir d'un sentiment, à partir d'une émotion. C'est de se dire, ok, d'abord il y a un échange, une émotion qui est transmise, une histoire qui est transmise, quelque chose qui passe, et autour de ça va naître un projet. Voilà. Après, en parallèle de ça, il y a toujours les valeurs que moi je place dans ma vie et dans mon art. C'est-à-dire que tu parles d'écologie, par exemple, moi j'en parle même pas de prime abord tellement c'est évident pour moi que je Ouais, vais pas créer un projet qui ne sera pas en lien avec l'environnement, enfin en tout cas qui n'abîmera pas notre environnement. Donc voilà, il y a quand même ces valeurs-là qui sont là, mais qui sont intrinsèques, je dirais, dans l'ADN de tous les projets. Mais vraiment l'élan qui va me faire créer, ça va être vraiment voilà cet échange d'émotions et ces rencontres. d'accord, trop bien. Et alors, le corail, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que on ne sait pas si c'est un animal, un végétal, enfin, tu vois, on est un peu, comme on n'est pas expert, parfois on se dit, on va dire une grosse connerie. Est-ce que tu peux justement nous éclairer là-dessus? Oui, parce que c'est intéressant, c'est que le corail, il est peu connu, alors qu'il est, comme tu le disais en introduction, extrêmement important pour notre vie à tous. Et d'autant plus en France, où on est le troisième pays au monde à avoir le plus de récifs coralliens grâce à nos dom-toms. Donc c'est étonnant à quel point il est méconnu et en même temps très utile. Mais c'est vrai que ça nous paraît loin. Et par exemple, il y a aussi énormément de sols sur lesquels on marche qui ont été créés par des récifs coralliens, tertiaires. Enfin voilà, le sol aussi, et notre terre, elle est finalement fondée beaucoup sur les récifs coralliens. Donc très important. Alors le corail est un animal. Mais en fait, il peut taper sur les doigts de la science pour la difficulté de savoir ce que c'est qu'il n'y a pas encore si longtemps, on pensait que c'était un caillou ou un végétal, etc. Il a été dans plusieurs catégories différentes, parce qu'en fait, on parle de micro-organismes, donc et avec un fonctionnement particulier. Donc en fait, c'est un animal, mais qui vit sous forme de colonie, c'est-à-dire il crée un squelette, donc ce qui est le récif corallien, hein, la base, la Ouais. structure. Et en fait, dans chaque petit trou qu'on peut voir là sur les squelettes, c'est une petite loge où il y a un polype, un individu, donc un corail. Donc, ce qu'on appelle en fait en général corail, où on a cette image un peu des coraux branchés, etc., les gros coraux, ben, c'est un peu faux, c'est un abus de langage. En fait, un corail, c'est un organisme tout petit qui vit en colocation sur le même squelette. Donc c'est D'accord. un animal. Par contre, il a encore une subtilité, c'est qu'il vit en symbiose avec du végétal. C'est-à-dire que ce qui donne ces magnifiques couleurs aux coraux, c'est des microalgues
qui vivent à l'intérieur des coraux et donc il y a un échange, hein, une symbiose qui se fait. Donc le corail est bien un animal, mais il vit en symbiose avec du végétal. Donc il est aussi finalement l'habitat du végétal, c'est ça? C'est ça, à la fois l'habitat et le bénéficiaire. C'est vraiment un échange symbiotique où les deux s'apportent des choses. Et alors, ce petit animal, le corail qui est à l'intérieur de ce squelette, c'est quand même lui qui fabrique le squelette, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, il va capter des nutriments, du CO2, des éléments, il va produire ce squelette calcaire qui est assez proche de l'os humain. Et il y a d'ailleurs pas mal de recherches dans la science pour faire des greffes de squelettes de coraux avec le squelette humain. Donc c'est un peu comme nous, hein. Nous, on produit notre propre squelette, ben, c'est un peu la même chose, sauf que c'est comme si nous, on partageait le même squelette avec notre famille, par exemple. Ouais, d'accord. Et alors, en fait, pour qu'on se rende compte de l'importance du corail, enfin, mais même déjà en termes de quantité, les récifs coralliens aujourd'hui, c'est combien enfin, je sais pas moi, de kilomètres de côte? Enfin, ça représente à peu près quoi comme ordre de grandeur pour qu'on ait un peu à l'esprit, ce que c'est? Ouais, il faut imaginer, par exemple, si on prend la Grande Barrière de Corail en Australie, elle mesure presque 350 000 km², fait par des micro-organismes, hein. C'est ça aussi qui est assez fou. Et même, par exemple, le champagne, il a cette qualité parce que ça vient de la craie champenoise, et la craie champenoise, en fait, c'est les sols qui ont été au tertiaire créés par les récifs coralliens qui sont fossilisés. Donc même, tu vois, la région de Champagne est fondée sur les récifs coralliens. Donc en fait, du corail, il y en a partout. C'est vraiment une espèce fondatrice de la planète. Et encore aujourd'hui, donc tu as cette grande barrière de corail, mais tu en as partout dans le monde. Et il y en a aussi même en Bretagne, par exemple. Il y a des coraux d'eau froide, il y a des coraux des profondeurs. Donc des coraux, il y en a un peu partout. Et il faut imaginer qu'ils sont autant, voire même plus, importants pour la qualité de l'air que la forêt amazonienne, pour tout l'ensemble du vivant sur Terre. Alors, est-ce que tu peux, par rapport à son rôle, parce que finalement il en a plein, en quoi finalement dans la production de l'oxygène, donc c'est ça que tu es en train de nous dire, enfin sans rentrer, tu vois, trop dans la technique, mais pour qu'on comprenne à peu près que c'est finalement d'envergure, tu vois, le rôle. Est-ce que tu peux nous vulgariser un peu quelque chose pour qu'on ait en tête 4-5 rôles peut-être vraiment majeurs, en commençant peut-être par celui de nous donner un air respirable? Ouais, bah, en fait, très simplement, comme le fera la forêt amazonienne, c'est-à-dire que le vivant dans la mer va capter le CO2 et va en faire de l'oxygène. Il y a le phénomène de photosynthèse par les microalgues, mais il y a aussi des organismes comme le corail qui vont capter le CO2 et en produire du calcaire pour leur squelette. La mer est un filtre, vraiment, comme les arbres, en fait, de captation de CO2 et de production d'oxygène. C'est pour ça qu'on a parlé un peu du problème cet été d'augmentation des températures dans les eaux et de saturation. C'est-à-dire que là, la situation est préoccupante parce que justement, l'eau est saturée en CO2 et on n'arrive plus à faire ce filtre. Donc c'est vraiment, ça c'est un rôle extrêmement important. Ensuite, bah, tout simplement, on parle de barrière de corail. Pourquoi? Parce que ça freine les forces venues de la mer, donc les tempêtes, les tsunamis. Donc toutes les populations locales, en fait, sont préservées de ces dangers naturels par cette barrière, par les récifs locaux. Ensuite, bah, c'est le plus grand abri de biodiversité, c'est-à-dire que de la baleine jusqu'au poisson clown, tout ça est lié au corail. En fait, le corail va abriter les petits poissons, va en même temps attirer les gros poissons et va être un peu le socle du cercle de la vie marine. Donc on a vraiment toute cette biodiversité, on estime, alors après c'est toujours des estimations qui sont difficiles à faire, mais au moins 50% de tout ce qui vit sous la mer vit grâce au corail. Donc si les récifs coralliens disparaissent, le cercle de vie marine sera brisé au moins à l'échelle de 50%. En fait, le corail est beaucoup plus important que les baleines. Alors, je dis pas qu'il faut ne pas protéger les baleines, mais ce que je veux dire, c'est vraiment au niveau de l'importance du cycle de la vie. Le corail est vraiment central. Il sert de maison, d'abri. Ensuite, on a également un rôle pour les populations locales, en fait, par dérivée, c'est-à-dire que s'il n'y a plus cette barrière, s'il n'y a plus ce vivier de nourriture, en fait, le problème, c'est que les populations locales perdent à la fois leur protection et leurs ressources. Donc, ça veut dire une migration écologique extrêmement importante. Et aussi, Est-ce que il les faut bien... populations pourront plus se nourrir, localement, donc C'est ça. potentiellement, elles vont partir pour, chercher, de la nourriture ailleurs, quoi, c'est ça? C'est OK. ça, se nourrir et puis aussi, elles vont être malheureusement délogées par la destruction de leur habitat parce que, il y aura de plus en plus de tempêtes, de tsunamis puisqu'il n'y aura plus les récifs pour, freiner ces éléments.
aussi la montée des eaux. C'est-à-dire que les coraux sont aussi une barrière pour la montée des eaux. Ils sédimentent les littoraux. Donc malheureusement, la montée des eaux, elle est accentuée lorsqu'on détruit les coraux. Mais en fait, enfin, c'est hallucinant, je trouve, tout ce que tu nous dis parce que, bah, on le sait pas assez alors qu'en fait, c'est juste fondamental et que, voilà. Et finalement, on se rend compte que, tu vois, aujourd'hui, quand on s'informe sur un peu ce qui se passe, les problèmes environnementaux, sociétaux et cetera, on a, peut-être, tu vois, une surfocalisation sur, les problèmes de climat. Alors qu'en fait, finalement, là, on se rend compte qu'un des problèmes finalement majeurs, c'est surtout la menace des conditions d'habitabilité de la vie sur Terre et donc des espèces marines qui finalement font vivre tout cet écosystème qui ensuite permet à l'être humain, à nous, de respirer et de vivre aussi. Donc, c'est vachement important, je trouve, de changer, peut-être, voilà, notre regard. Quand on parle d'écologie, il y a aussi finalement la biodiversité dont on parle pas beaucoup et cette préservation de biodiversité qui est, bah, nécessaire à la vie, quoi, en fait, Oui, à nous, en fait, c'est surtout ça ce qui est étonnant, c'est qu'on a, alors, pour des principes de communication, il faut simplifier les choses. C'est comme quand je dis, j'essaye de protéger et sauver les coraux. En fait, véritablement, c'est plutôt nous, les êtres humains, qu'on essaye de protéger. Parce que le corail, les espèces, soit vont évoluer ou s'éteindre et réapparaître, hein. Il y a des cycles de vie, la vie s'est toujours adaptée. Mais c'est effectivement, comme tu le dis, c'est nos conditions de vie qui sont en danger. C'est nous, c'est notre place sur cette planète qui est menacée. Donc effectivement. Alors après, c'est important de savoir tout ça sur le corail, mais surtout pour voir un peu toute la chaîne, tout le cycle du vivant. Parce qu'en fait, si par exemple on réduit les émissions de CO2, ben on aide le corail, on nous aide nous, on aide d'autres espèces, etc. Donc c'est vrai qu'il faut, à mon avis, plutôt remonter à la source et gérer ces problèmes d'envergure plutôt qu'effectivement les dérèglements climatiques, etc. Encore une fois, ça c'est les conséquences, les symptômes. Et c'est vrai que l'idéal est plutôt d'agir concrètement à la source. à la source, bah, bien sûr. Et aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est que, alors là, c'est peut-être un peu la partie, où on va un peu flipper, mais quand même, je pense que c'est important on en est où, tu vois, aujourd'hui? Mm. Alors, il y a des zones où c'est vraiment détruit, hein, il faut le dire, où il y a des récifs qui ont complètement disparu. Il y a ce chiffre qui a été annoncé qu'en 2050, il n'y aura plus de corail. C'est dans pas longtemps. Donc, ouais. Et en même temps, il est très difficile de mesurer le taux de résilience de la nature si on fait quelque chose. Ça peut des fois aller très vite. Moi, je l'ai vu en travaillant dans des usines en fermeture depuis, par exemple, en un mois, la nature a repris ses droits très très rapidement. Donc moi, je suis assez optimiste de par mes observations sur le terrain, de dire, bah voilà, quand on arrête de polluer, quand on arrête de détruire, et quand on agit et qu'on envoie un message positif à la nature, la résilience peut être très rapide. Donc je dirais que la situation est extrêmement préoccupante, mais qu'il faut un peu fermer les yeux et se dire on y va, on essaye, parce que dans tous les cas, ça ne peut que aider, ça peut pas empirer la situation, et qu'il y a quand même cet espoir, et on a des exemples de récifs qui ont été plutôt protégés à certains endroits. Donc voilà, je dirais que là, la grande barrière de corail, par exemple, en Australie, c'est difficile d'avoir des données parce que l'accès aux scientifiques est assez restreint. Parce que Mmh. c'est quand même sensible aussi. On parle d'une économie bleue extrêmement importante, du tourisme, de plongée, etc. Donc en fait, l'accès aux professionnels pour mesurer l'état de la barrière, il n'est pas évident. Mais a priori, on serait déjà au moins sur 50% des espèces vivantes sur la barrière de corail qui seraient éteintes. Donc, mais ça, encore une fois, c'est les données qu'on a réussi à avoir, mais voilà, le constat, il est compliqué à établir, mais Oui, parce qu'en fait, en cascade, ça veut dire que c'est, 50 du corail qui est mort, donc ça veut dire, son lot aussi de biodiversité qui, qui vivait avant en symbiose avec lui, quoi. Donc c'est c'est ça. en fait, toute une pyramide qui s'effondre, quoi. Exactement. Les indices que je prends, c'est plutôt l'intérêt des entités économiques pour un sujet. Et on le voit là, par exemple, le gouvernement australien multiplie les appels un peu forts, de dire on offre $1 million à qui trouve une solution pour la barrière de corail, etc. Donc, c'est des effets d'annonce, mais qui montrent à quel point il y a une réelle préoccupation, même des entités économiques. Donc, à partir de là, c'est vrai il faut vraiment agir, parce que s'ils commencent, eux,
à s'en emparer alors que ça coûte des sous, en général, C'est pas bon signe. c'est pas bon signe. C'est clair. Mais en plus, enfin, je crois qu'il y a quand même pas mal d'exemples un peu qui émergent, un peu partout dans le monde sur, aussi les modèles économiques liés à des zones sanctuarisées, à des zones de réserve naturelle, à des zones, où en fait pendant un certain temps on fait rien et peu de temps après justement on peut, recommencer à ouvrir certaines zones à certains horaires, à certaines périodes. C'est un peu de l'acupuncture avec, j'imagine, des décisions à prendre, des arbitrages. Mais, comme tu disais finalement quand il y a des mesures un peu drastiques qui sont prises, de préserver, après on peut aussi avoir des belles surprises, quoi. Oui, c'est ça, mais encore une fois, il faut les faire en toute intelligence, c'est-à-dire que, Bien sûr. il faut comprendre de manière presque, philosophique comment va se passer la régénération. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où tu arrêtes toute activité, si on prend l'exemple du corail, tu arrêtes toute activité, le corail, il va pas forcément arriver à se déployer assez vite. Donc là, si tu ne fais plus de bouturage, par exemple, ce qu'on appelle le bouturage, c'est-à-dire que tu vas casser un fragment de corail sain et tu vas le mettre sur un récif à régénérer, et du coup, il va créer une nouvelle colonie, il va se régénérer. Donc c'est donner un coup de pouce à la nature, et si tu ne fais pas ça, ben, le corail, il va mettre des centaines d'années à se régénérer tout seul. Et possiblement, il peut y avoir une autre espèce moins intéressante pour le cycle de la vie marine qui va prendre la place et qui va changer tout l'écosystème. Donc c'est ça aussi qui est délicat. C'est comme par exemple, il y a des champs où on a mis des pesticides un peu partout et d'un coup on va recultiver des nouvelles plantes ou céréales qui sont plus écologiques, mais on a oublié qu'en fait les pesticides ont tué les insectes qui faisaient le cercle vertueux aussi des récoltes et qui participaient à tout ça. Donc finalement, on se retrouve avec les mêmes problèmes où il faut irriguer, il faut remettre des pesticides, etc. Donc c'est ça aussi le problème en général, c'est que toute initiative pour la nature est intéressante, mais il faut vraiment qu'elle soit intelligente et qu'elle soit concertée avec toutes les personnes qui savent et qui vivent aussi, et d'où l'implication des populations locales qui en général ont une connaissance de leur terre et de leur territoire et de leur mer incommensurable par rapport Ouais. à quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Donc c'est vraiment tout un ensemble et c'est ça que j'essaye de faire avec Corail Artefact, c'est de dire regardez, c'est pas une solution pour un problème, c'est une intelligence collective, réunir différents domaines pour trouver une solution qui va résoudre plusieurs problèmes en même temps. C'est vraiment formidable. Et alors attends, qu'est-ce qu'il faudrait arrêter? Alors qu'est-ce qui vraiment, est-ce que c'est la pêche? Est-ce que c'est enfin, tu vois, comment est-ce que nos activités humaines et quels sont un peu les domaines qui sont les plus, impactants? Et comment est-ce que nous, en tant que consommateurs, tu vois, personnes qui découvrons un peu tout ça, à notre échelle, on pourrait, par des gestes simples ou le fait d'arrêter de faire certaines choses, j'en sais rien, en tout cas cesser de participer à cette, à ce un peu à ce drama, quoi. Ouais, alors moi j'ai le sentiment déjà que les gens font énormément d'efforts, sont très sensibilisés. Je pense que voilà, il y a le tri sélectif, etc. Enfin, je veux dire déjà ces gestes du quotidien ils sont importants. Alors après c'est sûr que le premier problème c'est le CO2. Le premier producteur de CO2 c'est le BTP. Donc c'est ciment, béton, etc. Il y a des alternatives qui se développent, mais malheureusement, il faut construire, c'est sûr. Il y a des gens qui ont besoin d'être logés. Enfin, à un moment donné, on peut pas tout de suite arrêter complètement ça. Et c'est pas presque pas dans les mains des consommateurs, j'ai envie de dire. Les consommateurs, en général, c'est pas eux qui achètent le ciment pour construire leur propre maison. Donc je dis là, en fait, on est plus sur de la décision politique. C'est-à-dire là, à mon avis, le vrai engagement, si on veut diminuer le CO2, c'est d'aller vers des hommes et des femmes politiques qui vont prôner l'investissement dans des innovations qui vont pouvoir permettre une vraie substitution aux techniques de BTP. Donc là, pour moi, c'est pas directement un geste du quotidien, c'est plutôt voilà un investissement citoyen Mmh. vers des solutions vertueuses et qui diminuent vraiment la production de CO2. Ça, pour la nature, c'est la priorité. Ouais, ouais et puis tu vois, en tout cas avec ce podcast, on essaie vraiment de décloisonner un peu toutes les disciplines autour de la créativité et tout ça et je me suis effectivement rendu compte que, bah, l'architecture, l'urbanisme et cetera, c'était aussi des domaines qui étaient, fondamentaux et centraux dans dans ce changement de paradigme qu'on appelle et vraiment, il y a plein de personnes qui se mobilisent, qui font autrement. C'est pas évident parce qu'il y a plein de normes et que c'est très compliqué, mais il y a vraiment des très, très belles choses bas carbone, tu vois, comme on les appelle, mais pas les fausses bonnes idées bas carbone, mais vraiment,
voilà, la terre, enfin voilà, le bois, la pierre et tout, enfin des choses qui sont vraiment voilà, sans éléments issus de la pétrochimie ou sans fausse bonne idée. Et ça, c'est vrai que moi j'essaie de mettre la lumière dessus avec le podcast et les interviews là que je mène. Mais c'est pas évident. En tout cas, voilà, on comprend que du coup, si le secteur du BTP réduit ses émissions, ça veut dire qu'en fait, c'est moins d'émissions globales que bah, les forêts et l'océan auront à transformer. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Et puis, tu vois, pour reprendre l'exemple que tu donnais avec les projets que tu m'en avais dans le podcast, je me dis ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire chacun à son échelle. Alors encore une fois, je pense que le consommateur ou l'auditeur fait déjà des efforts, mais dans chaque domaine, on peut aller plus loin. Et moi, je vais parler pour l'art, qui est mon secteur d'activité. Moi, je me dis, par exemple, je préfère ne pas faire une œuvre que de me dire, bah, je vais la faire en béton parce que j'ai pas le choix. En fait, c'est un luxe tout ça quand même. Alors, la création n'est pas un luxe, c'est important, hein, c'est nécessaire, c'est vital, mais les œuvres en elles-mêmes, je veux dire, tout le monde peut vivre sans la nouvelle œuvre que je vais produire. Donc, si à un moment donné cette œuvre participe au problème, ben, je ne la fais pas. Donc, il y a aussi alors, pour ça que je Donc ça, faisais c'est la un vrai sujet, distinction. hein. Le bilan carbone de l'art. Enfin, tu vois, c'est un truc. Parce qu'on dit souvent ce qu'il faut pas faire, hein. Il y a beaucoup d'art qui dénoncent, mais il n'y a pas beaucoup d'art qui proposent des solutions, qui Ouais, disent voilà comment on peut. incarne en fait un changement. Voilà. Ouais. Bah, parce que c'est nouveau, parce que c'est des explorations, parce que c'est peut-être des choses à inventer vraiment, mais totalement différemment, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en fait, parfois, et en tout cas, enfin moi, je parle là pour moi au niveau perso, même si je suis pas, si tu veux, enfin quelqu'un qui, je suis sensible vraiment beaucoup à l'art, mais pas à tout non plus. Mais il y a des choses en tout cas auxquelles j'étais sensible il y a quelques années et qui aujourd'hui me touchent plus du tout parce que je trouve que c'est un peu hors sol et parfois même, tu vois, j'ai l'impression que c'est presque indécent, tu vois? Ou que c'est presque, je me dis: «Mais ces gens» enfin voilà, on est tellement à des milliers d'années-lumière des vrais sujets et tout que je trouve que, bah, il y a quelque chose à embrasser, mais pour que finalement on sorte aussi par le haut de tout ça et éviter, tu vois, bah, il y a qu'un faucon, bah, ça c'est pas bien ou tu vois, stigmatiser et cetera. C'est toujours, les mauvaises idées ça, mais c'est vrai qu'on a envie de créer enfin en tout cas qu'il y ait des nouveaux élans peut-être qui soient créés, alors du coup, bah, toi tu en es un évidemment, mais qu'il y en ait davantage, 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 quoi. Mm. Ouais, après le problème de ça, pour moi, le seul problème que je vois, c'est que c'est beaucoup plus de travail en fait. C'est beaucoup plus d'engagement, d'investissement, parce que c'est pas évident au quotidien. Donc après, encore une fois, ça dépend de ce qui est soutenu comme forme d'art. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup d'institutions publiques qui soutiennent l'art. Et bah, du coup, si on a un soutien plus important vers des projets qui prennent ces éléments en considération, que d'autres, bah, du coup, le paradigme, il changera. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut aller encore plus en avant et se dire, voilà, mes valeurs sont plus importantes que la réalisation d'une œuvre qui est quelque part toujours un luxe, hein. L'expression de soi-même, Ouais. c'est toujours un luxe, donc il faut le prendre Oui, comme bah, ça. oui, mais ça, tu parles en tant qu'artiste, mais après, c'est vrai que nous, tu vois, l'art, c'est aussi une inspiration incroyable. Enfin, tu vois, ça fait rêver, en fait. On a besoin de l'art, je pense, pour vivre aussi, vraiment. Mais peut-être que c'est comme aujourd'hui, ce qui nous inspire a rejoint un peu une quête de sens, c'est-à-dire qu'on a du mal à être émerveillé par des choses uniquement belles esthétiquement ou complètement, voilà, parce que bah, on comprend que tout est lié et que, enfin, tu vois, tout ce dont on vient de parler, voilà. Est-ce que aussi peut-être, parce que toi, c'est ça qui est fondamental dans ta démarche, c'est que tu as collaboré avec des gens qui étaient des scientifiques, enfin des gens qui faisaient de la recherche, des ingénieurs, des Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est que c'est moi qui écris les protocoles de recherche. Par exemple, tout ce qui est développement scientifique, tout ce qui est protocole exploratoire, expérimental, c'est moi qui fais la rédaction et ensuite je les fais réaliser puisque j'ai pas forcément d'aquarium avec du corail sous la main à moi. et alors qu'est-ce que tu appelles un protocole du coup pour qu'on comprenne un peu? Alors, par exemple, un exemple concret, une des solutions que je développe, c'est utiliser de la dentelle, un textile inspiré de la dentelle traditionnelle, pour accentuer la régénération naturelle des coraux à partir des larves de coraux. Donc là, c'est plutôt la phase de reproduction sexuée. Juste une petite parenthèse et parce que c'est passionnant. Moi, en préparant cet épisode, j'ai compris. Est-ce que tu peux expliquer en quoi, la dentelle justement permet d'être, peut-être ce support, ce substrat pour, augmenter les chances des bébés, coraux de se
accrocher et de vivre. Ouais. En fait, les coraux donc se reproduisent et produisent des larves, et donc elles sont pondues une fois par an, hein, en grande majorité des espèces, alignées avec une certaine planule en plus, donc c'est assez magique. Et donc une fois par an, hein, toutes ces larves qui sont expulsées dans l'eau. Et en fait, ces larves, elles vont voyager, c'est comme des petites torpilles hein, qui voguent dans l'eau, et elles ont quelques jours pour retomber sur le récif, se fixer, se cloner, se multiplier et devenir un nouveau tissu vivant, une nouvelle colonie corallienne qui va du coup régénérer les récifs naturellement. Sauf que dans la nature, on estime que il y a que 30% des larves pondus et expulsés qui vont survivre à ce cycle et qui vont pouvoir régénérer le récif, ce qui était largement suffisant jusqu'à quelques années, et aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique et des autres dangers liés aux coraux, c'est pas assez. Donc l'idée, c'est 70% de larves qui, elles, ne vont pas au bout du cycle, c'est d'utiliser un support en dentelle, inspiré de la dentelle traditionnelle, pour capter plus de larves et donner un coup de pouce à la nature en augmentant ce rendement naturel. C'est vraiment l'idée d'un tuteur qui va accentuer un peu les qualités naturelles de reproduction du corail. Génial, ok. Et du coup, pour revenir à ce que je te disais, donc j'ai cette idée. Ensuite, je me dis, ok, cette idée, d'abord, il faut la tester. C'est une hypothèse à tester. Ensuite, une fois l'hypothèse validée, il faut vérifier si, dans toutes les conditions, jusqu'au conditions in situ, c'est viable. En parallèle de ça, il faut voir est-ce que la dentelle doit être en coton, en une autre matière, etc. Donc tous ces développements-là, ce que j'appelle le protocole exploratoire, ça c'est moi qui vais le rédiger. Et ensuite, je vais trouver différents partenaires ou prestataires qui vont soit faire les essais, soit produire les matériaux que je développe, etc. Donc c'est vraiment moi qui écris l'ensemble du projet, même les aspects d'ingénierie et de tests scientifiques, et ensuite je vois avec qui je peux appliquer ça. Et alors du coup, ça t'a amené, tu peux te donner des exemples peut-être de personnes ou des instituts qu'on connaît en tant que grand public, tu vois, avec lesquels tu travailles? Mais là, par exemple, tout ce qui est test autour du système de bouturage que j'ai développé, et là les tests du biopolymère aussi que je suis en train de développer, c'est fait avec Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, qui est un centre de la mer réputé au niveau international. Hein. Là, par exemple, la semaine prochaine, non, cette semaine, pardon, je vais participer au Rassemblement mondial des aquariums, et du coup, ça a lieu à Nausicaa. Donc, c'est vraiment un centre de recherche et de démonstration publique de la vie marine très important. Je travaille aussi avec une entreprise privée qui s'appelle Coraïbe en Guadeloupe, aussi avec qui on fait les tests là plutôt au niveau de la dentelle, dans un aquarium extérieur d'eau de mer. Après, pour la dentelle, par exemple, je travaille avec la maison Solstice, qui est à Caudry, donc c'est vraiment la dentelle dite de Calais. Après, je travaille au niveau biopolymère, je travaille avec deux entreprises bretonnes aussi, Polymaris, qui est spécialisée dans les biopolymères, et Codif, dans les extraits naturels, plutôt côté cosmétique, mais que moi, je vais utiliser un peu pour mes développements aussi, d'une manière un peu détournée. Donc voilà un peu les exemples de gens avec qui je peux travailler. Ouais. Et alors du coup, enfin il y a deux choses. Avant qu'on aille sur cette nouvelle génération de dentelles là, avec ce biopolymère, juste revenir donc, à notre échelle, en tout cas en tant que grand public, ce qu'on pourrait peut-être éviter ou avoir en tout cas en tête quand on le fait, de l'impact que ça a au niveau aussi des coraux, c'est, je crois, tout ce qui est pêche, non? Parce qu'il y a certaines techniques de pêche qui sont plus, dévastatrices que d'autres. Tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, il y a encore des endroits où, pour la pêche en grande quantité, on va utiliser de la dynamite. Ça, on ne sait pas trop. On imagine un peu cette image du pêcheur breton qui va avec son grand filet, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc ouais, c'est de la dynamite qui va du coup tuer tout ce qui bouge, mais qui va aussi détruire les récifs. Il y a aussi du cyanure. Des fois, on fait coller du cyanure dans l'eau. Alors, il y a aussi pour le cyanure, c'est aussi pour tout ce qui est recherche de métaux précieux, hein, qui est utilisé aussi. Donc il y a beaucoup d'activités comme ça qui sont extrêmement polluantes ou dangereuses et qui vont détruire les récifs. Après, tout simplement, il y a le BTP aussi, hein, parce qu'il y a les zones portuaires, par exemple, quand on va créer un port ou quand on va faire des maisons en bord de mer, etc. Il faut solidifier, il faut bétonner. Donc ça aussi, par exemple, c'est tout ce qui est BTP, c'est extrêmement dangereux. Il y a après tout ce qui est tourisme, hein, tourisme de masse, on l'a vu, hein, il y a de plus en plus de pays ou de lieux qui réduisent euh, l'accès au tourisme parce que malheureusement, voilà,
un bateau de pêche ou un bateau de tourisme, voilà, les gros paquebots, on en parle, mais les gros paquebots, quand ils vont dans l'eau, ils détruisent un peu tout ce qui est au fond, ils polluent. Voilà, donc tout ce qui va être activité non nécessaire et pas locale, c'est sûr que ça va avoir un impact. Ouais. Donc c'est aussi faire peut-être les choses avec, plus d'attention. Et pour la pêche à dynamite, est-ce que tu sais si, c'est labellisé? Enfin, comment on peut savoir si, ce qu'on achète comme poisson, ça a été pêché, comme ci, comme ça? Enfin, tu vois? Il y a des moyens ou alors c'est une opacité, un peu, Les moyens, c'est de voir l'origine. En général, vraiment, et je dirais ça, c'est au-delà des aliments, hein, c'est même par exemple pour les biopolymères, etc. Il faut vraiment se fournir à minima en Europe et au maximum en France. Parce qu'on aura toujours les normes les plus élevées. C'est-à-dire qu'on peut garantir tout ce qu'on veut, mais en dehors de l'Union européenne et de la France, les normes sont très très larges. Le conseil pour être à peu près sûr d'avoir des choses de qualité, c'est vraiment toujours un peu, ça paraît bête, mais le Made in France, voire Made in Europe. et alors moi, j'aimerais qu'on revienne donc sur ce biopolymère merveilleux, merveilleux parce que alors dans ce podcast, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des matériaux qui ne sont pas pétrosourcés pour remplacer le plastique, en fait. Là, notamment Et pas que. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans tout ce qui est matériaux écologiques. Et ce qui est très dur, c'est de réunir tous les critères. Donc, comme tu le dis, il y a qui ne sont pas issus du pétrole, mais qui soient aussi faits localement et qui soient vraiment biodégradables. C'est-à-dire pas juste compostables ou possiblement biodégradables, etc. Donc, c'est ces trois critères-là qui sont très compliqués à réunir. En fait, moi, j'ai passé des mois à chercher et ça n'existait pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon on va y aller, on va essayer de développer ça, parce quoi. que alors, Et pour qu'on comprenne, c'est finalement toi, tu cherchais à te dire comment est-ce qu'on peut, faire cette dentelle avec un autre matériau ou alors faire d'autres supports qui seraient peut-être l'habitat de, ces micro-organismes et cetera marins, c'est ça? ouais, en fait, si tu veux, moi je développe plusieurs solutions pour le corail. Donc il y a au-delà des œuvres, des programmes éducatifs, il y a vraiment des solutions très concrètes. C'est donc la dentelle dont on parlait pour la régénération naturelle avec les larves. Il y a des récifs artificiels pour reconstruire les récifs là où ils ont été détruits, notamment pêche à la dynamite, BTP, etc. Et tout un ensemble d'outils pour le bouturage, pour la restauration corallienne, etc. Parce que dans tout ça, à chaque fois, pour faire des récifs artificiels, on utilise du béton, donc c'est quand même c'est fou, et ou du plastique. Ouais et puis en plus le béton, enfin en termes aussi de ressources, tu vois, il utilise, donc ce sable qui est aujourd'hui, la deuxième ressource après l'eau, je crois, qui est la plus en tension sur terre. Ah oui, parce qu'en plus le sable, il est pris dans les fonds des mers, et il est pas comme on peut peut-être l'imaginer, pris dans le Sahara ou c'est pas, donc il est drainé dans les fonds des mers et au passage on détruit les coraux. Donc c'est, et en plus on utilise du ciment qui est le premier producteur de CO2, donc on n'utilise que des éléments pour sauver le corail qui le détruit en même temps. Donc c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Donc moi j'ai développé un béton écologique pour reconstruire des récifs et en parallèle un biopolymère qui peut être appliqué sur les autres solutions que je développe. Donc l'idée c'est d'en faire du fil et de la dentelle pour le support de régénération des larves, et à côté aussi qui peut être imprimable en 3D ou injectable comme du plastique pour être utilisé dans tout ce qui est matériel d'aquariologie, restauration, bouturage. Donc en fait l'idée c'est vraiment de partir de ces deux matériaux innovants, le béton écologique et le biopolymère, et ensuite de le décliner dans différentes solutions pratiques. Alors est-ce que tu peux nous là, par rapport à ce biopolymère, quels ont été tes critères hyper drastiques combinés qui finalement ont jamais vraiment jusqu'à présent été enfin réussi à être combinés dans un seul et même matériau, quoi? Et c'est ça qui est complètement dingue. Alors déjà, au niveau de la matière première, l'idée a été d'éliminer tout ce qui était évidemment plastique ou pétrolier, d'éliminer aussi les biopolymères existants qui sont intéressants, hein, mais ceux qui sont à partir d'amidon, par exemple. Donc ceux-là, en fait, on prend du végétal et on va en extraire l'amidon. Donc c'est intéressant, mais par contre, malheureusement, du coup, ça prend une ressource alimentaire qui est quand même aujourd'hui assez prioritairement pour moi, qui devrait être plutôt destiné à nourrir les personnes qui n'ont pas à manger que de faire des biopolymères. Donc pour moi c'était voilà, c'est une piste intéressante, mais ça rentrait pas du tout dans le critère d'une matière renouvelable et sans impact. Ouais et pérenne. Voilà. Donc ça c'était les deux critères au niveau du sourcing. Donc en fait je suis parti
évidemment, je peux pas rentrer trop dans le détail parce que c'est encore en cours de développement et de recherche et de dépôt, mais je suis parti plutôt d'une ressource marine. Donc l'idée, c'est de prendre cette ressource marine une fois dans le milieu naturel, donc il n'y a aucun impact aussi au moment de cette récupération de cet élément, et ensuite qui est reproductible en aquarium, sans demander des ressources énormes en eau, électricité, etc. Et du coup, à partir de cette ressource 100% naturelle, l'autre critère, c'était du coup que ce soit biodégradable. Alors après, moi, j'ai besoin d'une biodégradabilité d'un certain timing, mais tout ça peut être voilà, formulé d'une certaine manière pour que ça puisse s'adapter un peu partout. Ce qui est compliqué aussi avec les biopolymères, c'est qu'en gros, c'est pas comme le plastique. Le problème du plastique, c'est qu'on voit un peu le plastique sous toutes ses formes. Et évidemment, on a des années et des années de recherche pour, à partir de la même source pétrolière, on arrive à faire des applications aussi différentes qu'une coque de téléphone, un biberon, etc. Donc là, avec les biopolymères, on n'a pas ce recul, et en plus, vu que c'est des matériaux naturels, on peut pas les traiter de la même façon pour avoir la même application. Donc à chaque fois, il faut déterminer un biopolymère idéal pour telle application. Par exemple, moi, mon biopolymère, là, je l'ai adapté pour l'impression 3D, et pour l'utilisation comme de l'injection, du soufflage, etc. Mais par exemple, je ne sais pas si on pourra en faire un film alimentaire, par exemple. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on en est au début, et il faut continuer les développements, et il y aura sans doute, à mon avis, à l'avenir, des nouvelles matières premières dédiées à certains usages. Mais en tout cas, voilà, moi pour l'usage du corail, et possiblement en tout cas pour tout ce qui est usage aquariologie, laboratoire, etc., on peut imaginer que le biopolymère que je développe pourrait être utilisé. Et donc, quand tu dis qu'il est biodégradable, c'est biodégradable que ce soit en mer comme sur Terre? Enfin, on peut le mettre dans le jardin? Oui, parce qu'en fait, alors là aussi, c'est important, c'est que moi, je ne vais pas suivre les critères demandés sur un biopolymère qui sont, je crois, c'est 70%. En gros, de matières premières biosourcées biodégradables, et le reste, du coup, comme c'est un pourcentage minime, on met un peu ce qu'on veut. Moi, c'est du 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun adjuvant, aucun matériau supplémentaire, on est vraiment sur la ressource pure à 100%. Comme pour le béton écologique, par exemple, je ne vais pas utiliser 20% de ciment et 80% de matériaux écologiques. Non, c'est vraiment du 100% à chaque fois de substitution. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant, enfin de le dire. Quand on parle de ces biomatériaux, en fait, souvent, tu vois, on a l'impression que ça résout les problèmes et qu'en fait, c'est bon, ils existent déjà, tous ces matériaux, et que pourquoi tous ces gens, ils nous embêtent encore à nous dire qu'il n'y aura pas de solution et tout. Mais en fait, c'est parce que c'est souvent des fausses bonnes idées. En tout cas, on met derrière ces mots bio, nature, enfin, tu vois, tout un tas de mots qu'on nous pique aussi de notre langage et qui veulent dire quelque chose pour être appliqués à des choses qui sont pas tout à fait vraiment écologiques, en fait. Et je trouve que c'est hyper important de dire que c'est 100%. Enfin, voilà, tous ces critères n'existaient pas et que jusqu'à présent, voilà, on n'était pas à ces 100% de trucs bien, en fait. C'est ça. Et ce qui peut donner mal à la tête au bout d'un moment, c'est qu'on sait plus qui croire, quoi. Voilà, je pense Bah, c'est que ça, hein. quand tu me demandais, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire chacun pour agir, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a Poser des presque questions. voilà, poser des questions, mais en même temps, même si tu voulais vraiment faire ce job de questionner un peu tout ce que tu achètes, c'est impossible, même si tu achètes du bio, etc. Enfin, tout est très compliqué à sourcer. Donc, c'est pour ça. Ouais, et puis tu vois, là, moi, c'est un peu ce que j'ai essayé d'embrasser avec un projet que j'ai en parallèle qui s'appelle l'index Où est le beau. Mais Hmm. t'imagines même pas, c'est-à-dire que donc j'ai des critères, voilà, qui sont un peu, tu vois, les critères que moi j'ai pour acheter des choses pour chez moi. Hmm. Donc en termes de toxicité, parce que tu vois, tout ce que tu mets dans un intérieur, en fait, les coffres, enfin, en fait, on se rend compte que tout ce qui, enfin, c'est d'une toxicité redoutable, et que si on mettait un truc qui pouvait mesurer la toxicité des solvants, des cols et de tout ce qui est dégagé par beaucoup de nos meubles et ce qu'on met chez nous, ben, on serait vraiment abasourdi. Mais en fait, les gens, beaucoup, donc je pose des questions, ils me disent: «Ah mais vous êtes la première personne à me demander ça». «Ah bah écoutez, franchement, j'en sais rien». «Ah bah je vais demander, mais je sais vraiment pas». «Mais pourquoi vous me posez ces questions?» Et je disais: «Mais enfin, réveillez-vous, quoi». Enfin, évidemment qu'on a envie de savoir, et c'est hyper important aujourd'hui dans les choix qu'on fait, en fait. Ouais, mais en même temps, c'est un luxe, tu vois, c'est ça, encore on en revient au luxe. Le même luxe pour moi qui est celui de l'art, c'est le luxe d'avoir toutes ces questions possibles à poser. C'est Ouais, que je me le dis, temps, bah malheureusement, oui, le mais c'est vrai que temps.
Voilà, C'est c'est vrai que ça. quand on a le temps, et puis toi tu le fais aussi, c'est qu'en fait on n'a qu'une envie, après c'est partager ce qu'on découvre quand on a eu le temps de poncer tous ces sujets. Et donc voilà, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce que je crois aujourd'hui pas mal de médias sont appelés à faire de plus en plus, tu vois, mettre la lumière Ouais, sur vraiment les gens qui font les choses bien, quoi. exactement. Mm. Et alors, l'objectif aussi à chaque fois, est-ce que c'est de finalement, parce que tu parlais tout à l'heure aussi de lien avec les personnes qui sont sur place. Mmh. Et à terme, finalement, comment est-ce que ce cercle vertueux après va s'implémenter sur le long terme, tu vois? Ouais, l'idée, il est déjà dans la création des matériaux. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de produire toutes les solutions en France et de les balancer un peu partout dans le monde, voilà, de les faire voyager. C'est plutôt après de créer des succursales là où il y a des récifs à régénérer, donc de la production sur place. Et moi, ce que je développe, en fait, les produits et les matériaux, pour moi, c'est des équations avec des variables. Et les variables, c'est les ressources locales. Donc, en fait, Mmh mh. le biopolymère, il sera différent en Indonésie, à Mayotte, etc., parce qu'il va utiliser la ressource locale naturelle que j'ajoute dans les matériaux, elle peut être substituée en fonction de quelque chose de local, d'une variante locale d'un élément naturel. Donc du coup, il y aura forcément de l'activité locale de fait de cette variante, mais aussi l'idée, c'est vraiment à chaque fois de créer toute la production. Pourquoi? C'est parce que ce serait extrêmement dommage d'arriver quelque part et de dire aux gens qui vivent là depuis des générations, bon, je vais vous montrer comment faire, quoi. Non, Mmh. c'est plutôt de leur dire, écoutez, moi, je vous propose une activité nouvelle qui est, au lieu de vivre directement du corail, c'est plutôt de devenir les protecteurs et en fait d'avoir une activité économique qui vous fasse vivre, mais qui est plutôt dans la protection plutôt que dans la prise de ressources. Et donc, c'est vraiment l'idée à la fois de produire localement et d'inclure du coup les populations locales dans la production, qui fait que Génial. pour moi, ce sera un cercle vertueux. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment le développement que j'ai en tête. Ouais, l'aboutissement du projet, ce serait ça. Oh là là, ce serait bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Merveilleux. Tu sais, Jérémy, ce podcast donc s'appelle «Où est le beau?» et j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous partager un peu leur définition du beau. Voilà, ce que ça évoque pour eux. C'est pas simple, mais je dirais, pour moi, le beau, il arrive quand il y a de la liberté. Je crois que c'est vraiment, en tout cas pour moi, ce qui va me procurer une émotion, je pense, d'esthétique, c'est quand, alors sur le coup, c'est pas évident de se le dire, mais je pense a posteriori, quand je réfléchis à tout ce que je vais trouver beau, c'est parce que je sens que derrière, il y a une notion de liberté qui se cache, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, une liberté qui touche un peu une espèce de vérité comme si on Mm. reconnaissait quelque chose, quoi, en C'est fait. ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et est-ce que aussi tu aurais un message à faire passer? Parce que je crois que toi aussi quand même, tu as eu confiance en tes idées, tu vois? Tu as su, peut-être rassurer les gens qui se disaient: «Non attends, ce type il est complètement, barge, il est là avec ses idées utopistes et cetera» et toi tu as gardé le cap. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, alors dans plein de domaines, qui veulent peut-être voir émerger et créer des pratiques atypiques, un peu en marge aujourd'hui, alternatives, et qui sont incomprises, dévalorisées, un peu, tu vois, caricaturées, et cetera. Est-ce que toi, tu as un message à faire passer? Comment enfin, parce que je sais pas, mais j'imagine que tu as dû faire face un peu à tout ça, en fait, toi aussi. Oui, carrément, ouais. En fait, il y a eu plein de phases, et en fait, j'ai appris à être sûr de moi et de mes idées. Enfin, j'ai appris. C'est toujours un work in progress, quoi, mais j'apprends en même temps que j'arrive à convaincre les autres. C'est-à-dire que les gens qui me suivent, je les convainc, mais en même temps, je me convainc moi-même. C'est-à-dire chaque étape passée me rassure. Après, c'est sûr que c'est toujours très compliqué. Et, moi, j'ai eu en fait les deux revers de la médaille. C'est-à-dire, j'ai à la fois des gens qui sont assez surpris et se disent mais qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi ces idées, etc. Et en même temps des gens qui ont assez rapidement voulu bah, s'accaparer mes idées Ouais. aussi. Donc je me dis bon, bah, c'est que ça doit pas être si bête et que je dois pas être Mmh. vraiment trop loin de ma place si finalement il y a ces réactions-là. Et Bah, puis petit à petit, les avancées, en fait, le travail. Hein. Finalement, il y a que le travail. Évidemment, ça n'empêche pas les échecs. C'est-à-dire que des échecs, il y en a eu. Là, par exemple, la dentelle, en fait, mais je les vois pas comme des échecs. C'est-à-dire que, comme on le disait, par exemple, pour les biopolymères, les critères évoluent. Au départ, je me disais, la dentelle au coton, c'est bien, c'est naturel, c'est végétal, etc. Quand on creuse 2 secondes, le coton, c'est pas la matière la plus écologique du monde. Donc, je me suis dit, je vais prendre peut-être un an de retard sur le développement
développement du produit commercialisable à la fin, Mm. installable, de la solution finale pour le corail, mais je vais essayer de la faire vraiment 100% écologique, cette dentelle, et Mm. biodégradable. Donc, Mm. je dirais qu'il faut pas voir tout ça comme des échecs, mais plutôt comme des avancées, vraiment vers la liberté, et vers le déploiement maximal de son idée. Après, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais je dirais que vraiment, la leçon, moi, que j'en tire petit à petit, c'est que finalement, son idée, on est le seul porteur, finalement, de son idée. C'est un peu, il y a un capitaine à bord, et quand Mhm. le bateau commence à flancher, à la fin, on est un peu tout seul avec le gouvernail. On a dit, si on croit pas en soi-même, personne ne croira en nous. Donc voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut juste être... si c'est une passion et si on ne crée pas de danger pour la planète, pourquoi ne pas essayer? En Ouais. fait, il y a pas de risque. Ça pourra jamais être un échec à 100% si on a réussi à inspirer aussi d'autres. Moi, c'est un peu ça aussi que j'ai envie de mettre en avant. Je reçois régulièrement des messages de gens, alors, artistes ou autres, hein, même des jeunes scientifiques, etc., qui me disent, ah, bah, votre projet donne envie de continuer, me donne espoir, etc. Et je pense que déjà ça, c'est gagné. Ça veut dire que peut-être ces gens-là, si moi j'y arrive pas, bah, eux y arriveront. Et voilà. Déjà, inspirer les autres, c'est déjà énorme. Donc, il y aura pas d'échec, quoi. Non, mais c'est formidable. En tout cas, enfin, voilà, moi, je suis très, très, très admirative de tout ton travail et de tout ce que tu mets en place et avec, enfin, l'authenticité, puis, tu gardes le cap, quoi, depuis toutes ces années parce que c'est voilà, toi, tu as fait ces prises de conscience aussi il y a longtemps. Enfin, tu vois, c'est pas un projet qui est né, hier et bravo, vraiment un immense bravo parce que je trouve que tu es un exemple formidable, bah, pour nous tous, quoi. Donc, on a tous aussi, je pense, envie enfin, ça nous a fait prendre aussi conscience qu'à notre niveau, on peut en fait agir. Tu vois, tous ces trucs, c'est pas des moi je crois pas trop on me dit souvent: «Ah est-ce que les petits gestes, c'est bien ou machin?» mais c'est sûrement pas des petits gestes en fait, c'est un nouvel art de vivre. Tu vois? Une nouvelle façon de faire, d'être quoi, d'être au monde en fait. Merci beaucoup Jérémy pour ton temps et puis, bah, on mettra dans les notes de cet épisode les liens pour aller découvrir, ton projet, Artefact et tout ce que tu fais autour de ça. Merci encore Jérémy. Merci à toi.